Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission de Face à Face. Il y a un peu plus de 2 ans, j'inaugurais cette émission en invitant Elisabeth de Caligny, que vous connaissez tous. Non pas pour qu'elle nous raconte une nouvelle histoire fantastique, mais pour qu'elle nous parle d'elle. Aujourd'hui est un jour spécial pour Elisabeth et je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sylvano. Et oui, tu as raison, c'est un jour spécial. Explique-nous tout ça. Alors, je vous dis pas, hein, déjà pour en intro, c'est pour faire cette émission-là, l'image elle doit pas être bonne, mais on a essayé des trucs de fou, parce que ça voulait pas se connecter avec la Normandie. C'était assez incroyable. Donc, pardon pour l'image pas excellente, mais c'est ça ou rien du tout. Oui, hein. On s'est donné beaucoup de mal. Hein. On a bien ramé. Et donc, il faut aussi que je vous relate un petit secret à vous, mes auditeurs. Elisabeth, pour ceux qui ne la connaissent que par ses émissions, pourrait penser que c'est le Pierre Bellemare des histoires fantastiques. Et dans ma bouche, c'est un très grand compliment, tant j'ai passé d'heures étant petit, collé l'oreille à ma radio, à écouter les fabuleux récits de Pierre Bellemare, et j'en ai appris des choses avec lui. Mais Elisabeth, pour avoir la chance de la connaître, je peux vous dire que c'est bien plus. De temps en temps, on s'appelle, plus souvent le samedi matin. Je peux vous garantir que certaines de nos conversations pourraient faire l'objet d'émissions de A à Z. Même si, évidemment, et heureusement, Elisabeth et moi, on n'est pas d'accord sur tout, mais ce qui est surprenant, c'est qu'en prenant des chemins différents, on arrive souvent aux mêmes conclusions. N'est-ce pas, Elisabeth ? Ah, c'est tout à fait vrai. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la même vision des choses, le même cheminement, mais à la sortie, on se retrouve toujours pour être d'accord sur bien des points. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce on a un prisme de vraiment, enfin, je dirais pas différent et opposé, mais complémentaire. On n'est pas arrivé avec la même expérience de terrain. Et finalement, tout compte fait, bah, ça fonctionne à la sortie. C'est assez étonnant, oui. C'est vrai. Alors, pourquoi c'est aujourd'hui un jour spécial et pourquoi c'est un grand jour ? Eh bien, tout simplement parce qu'en librairie sort, Elisabeth, ton premier livre. Et ça, c'est un événement. Bah, c'est un événement peut-être pour les autres, mais surtout pour moi, parce que je m'y fais pas du tout. Je m'attendais pas du tout à faire tout ça d'ailleurs, et j'ai pas réalisé, et je réalise maintenant. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs que j'ai pondu un truc, et ça me fait un drôle d'effet. J'ai l'impression que c'est pas moi. C'est curieux. Hein, et pourtant, Dieu sait si j'ai bossé là-dessus, que j'ai passé du temps. Mais je vois mon nom, je vois la couverture, je vois tout, je regarde à l'intérieur et je me dis, ça, c'est moi qui ai fait ça. Ça, alors, c'est comme si j'étais dédoublée. Je suis bizarre. Hein. Donc, bon, bah voilà, je suis contente de moi, mais en même temps, de façon très distanciée. Ça me prend pas le chou plus que ça. C'est assez curieux. Je vais réaliser certainement après. Mais pour l'instant, j'en suis pas là. Hein. Voilà, c'est un peu bizarre. Et la couverture est très belle. Elle a été voilà, on la montre. Un ami Facebook que j'ai décidé de faire travailler, qui s'appelle Eric Irza, et qui m'a fait quelque chose de exactement ce que je voulais déjà dans l'idée, mais surtout il l'a fait avec beaucoup de talent, et je trouve que la couverture est très belle. Voilà, donc merci Eric. Je le redis. J'ai déjà dit ailleurs, mais je le redis. Et donc là, on voit la couverture en direct sur l'écran. Donc, rencontre avec des humains d'outre-espace. On va y revenir. Ce livre ne parle pas de n'importe quel sujet, mais de l'un des sujets les plus complexes dans le domaine de l'ufologie, les contactés. Il faut vous dire qu'Elisabeth reçoit beaucoup de témoignages, tout comme moi,
mais à beaucoup moindre échelle, sans aucun doute, car Elisabeth, elle, va sur le terrain, ce que moi, je ne fais pas. Or, le point commun de l'énorme majorité des contactés, et je ne pense pas qu'Elisabeth me contredira sur ce point, est le besoin de parler, d'échanger, de partager. Car hélas, ils n'ont pas grand monde vers qui se tourner, et quand ils se tournent vers la sphère ufologique, ils en ressortent le plus souvent blessés, car c'est hélas un milieu pas très sain, comme je vous le répète souvent dans mes émissions, mais ça c'est moi qui le dis. Tout d'abord, il faut expliquer, Elisabeth, ce qu'est un contacté et la différence qu'il y a avec les abductés. Alors, un contacté, bon, on peut dire qu'on met sur l'étiquette contacté le tout, voyez-vous. Ceux qui vont avoir des rencontres physiques et puis ceux qui vont recevoir des messages ou voir des ovnis recevoir des messages, enfin bon, bref, contact. Hein. Et puis, l'abduction, c'est autre chose. L'abduction, c'est quand vous vous retrouvez en situation un peu délicate. Pas forcément avec des souvenirs, mais parfois et souvent avec des traces sur le corps, des missing time et des choses comme ça. Et puis le top, si je puis dire, sans que ce soit quelque chose de positif pour autant, eh bien, c'est de se retrouver dans un vaisseau sur une table ou entouré de personnages à d'autres moments qui vous laissent pas forcément votre libre arbitre. Hein. Parce qu'il y a certaines catégories d'abduction qui sont extrêmement lourdes. Quand on a affaire à des grilles, à des mantes ou à d'autres espèces peu reluisantes, hein, qui sont finalement des gens qui nous expérimentent et qui sans nous demander notre avis. Et puis il y a les autres abductés ou contactés qui ont de meilleurs rapports. C'est plus rare, mais ça arrive. Et dans ce livre, sont surtout des contactés, hein, plus que des abductés, parce que ceux-là sont partis de leur plein gré faire quelques voyages, et ils ont eu des relations extrêmement rapprochées, hormis un qui est un contacté français qui s'appelle Robert L., qui lui décrit de façon mi-figue, mi-raisin ce qui lui est arrivé. Hein. Pour les autres, c'est un petit, ils l'ont vécu différemment. De toute façon, chaque contacté, chaque abducté vit des choses extrêmement difficiles ou faciles en apparence, mais qui vont le bouleverser de toute façon. Ça n'est jamais gratuit, ce genre de truc. Et il y a quelque chose de bien spécifique, même si souvent les scénarios se ressemblent, les histoires sont radicalement différentes et les gens le vivent de façon radicalement différente aussi. Voilà, ça c'est clair. Hein. Mais c'est quelque chose qui, même quand ce sont des êtres positifs, c'est marquant et c'est pas forcément bien vécu, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc je n'en veux pas du tout les personnes, contrairement à d'autres que ça fait rêver. J'envie pas forcément les personnes qui ont ce genre de choses qui leur tombent sur le coin de la figure dans leur vie. Oui, en plus il faut dire que on va dire que pour un contacté qui ose témoigner, il y en a à peu près, on va dire 100, le rapport doit être à peu près là, qui ne témoignent pas, qui ne partagent pas. C'est clair. À qui voulez-vous parler de ça ? Vous parlez à votre famille, on vous prend pour une dingo. Vous allez voir un ufologue. Alors, c'est pas forcément que les ufologues soient bornés, pas du tout. Mais ils ont du mal parce que c'est d'une telle complexité que ils se disent ces gens-là sont un peu déréglés de la tête. Il faut avoir une connaissance du sujet, peut-être même l'avoir vécu, soyons clairs, pour bien saisir de quoi il retourne. Ça touche à la conscience, à la manipulation de la conscience. Et ça fait dire aux gens des choses qui sont absolument insupportables pour certains, qui sont rationnelles. Il faut comprendre. Et c'est bien là le drame de tous ces gens, c'est de ne pas pouvoir le dire à des gens qui eux-mêmes s'occupent de ce genre de trucs. Et c'est normal à la limite, c'est à la limite normal. Pourquoi ? Parce que je pense que les intelligences qui sont derrière tout ça font en sorte de faire passer leurs victimes, parce que c'est un peu ça, pour des débiles mentaux. Ce qui leur permet de faire ce qu'ils ont à faire en n'étant absolument pas ennuyés. On les met pas, les gens vont se dissimuler, vont se cacher, donc ils vont pas dévoiler. Je crois que c'est une tactique, c'est une technique.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une tactique et une technique. Et hélas, dans les contactés, bon, dans ceux qui n'osent témoigner, ils sont extrêmement seuls, le vivent assez mal, ils se renferment sur eux-mêmes. Certes, il y a aussi des affabulateurs, mais alors là, ça représente qu'une infime partie de pourcentage de ces personnes-là. Les gens qui inventent pour se mettre un petit peu en avant, on les démasque assez vite, hein, parce que quand on a l'habitude de poser des questions, surtout des questions dans le temps, hein, qui se rejoignent, c'est très difficile de maintenir quelque chose de cohérent quand on a inventé l'histoire. Je vais t'arrêter là-dessus et c'est intéressant que tu parles de ces gens-là, parce que des mythos, il y en a assez peu, effectivement, mais le problème de la mythomanie sur ce genre de sujet, on peut se poser la question s'il n'y a pas une manipulation également derrière tout ça. Parce que je pense qu'il y a une forme de contrôle mental de la part de certaines de ces espèces. Et c'est la cerise sur le gâteau pour eux de tomber sur un mytho. Parce qu'il va complètement déglinguer le sérieux du sujet. Et je me demande si eux ne sont pas décontactés malgré eux. Vous voyez ? Et je vois ce que tu veux dire. Je me suis posé la question là-dessus. Hein. Et je vois ce que tu veux dire. C'est effectivement une piste à poursuivre parce qu'effectivement, tomber sur un mythomane, ça peut être un petit peu, un peu comme un jackpot à la loterie, quoi. Bah, attendez, quand on est mytho, on raconte que des conneries, on se fait jeter de partout et on se gâche la vie. Alors, à moins d'être complètement maso ou de souffrir d'une maladie psychiatrique, et encore les maladies psychiatriques, il y a beaucoup à dire aussi là-dessus, hein, parce que certaines sont peut-être simplement des ouvertures sur d'autres dimensions, d'autres plans, qui font que on a des hallucinations, il se passe des choses, et qu'est-ce qu'on en sait au fond ? On sait qu'il y a une catégorie de maladies psychiatriques qui font faire certaines choses aux gens, mais après tout, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Est-ce que c'est vraiment le cerveau qui déconne ? Ou est-ce que c'est le cerveau qui, via certaines choses qui se passent à l'intérieur, qui permettent une ouverture de conscience qui engage les gens vers le délire ou vers des choses un peu particulières ? On peut se poser la question aussi. Et la mythomanie, qui est quand même un désordre psychique, peut peut-être relever de ce genre de profil. Hein. C'est la question que je me suis posée. Hein. Les fous ne sont peut-être pas fous. Les fous ne sont peut-être pas au sens où on les entend. Ah, ça c'est clair. On les catégorise. Je suis certain que dans les asiles psychiatriques, il y a plein de gens qui sont passés pour des schizophrènes qui n'en sont absolument pas, loin de là. Je racontais souvent un exemple de quelqu'un avec qui je discutais qui était responsable d'une cellule assez spécialisée dans un hôpital psychiatrique, parce qu'on essaye quand même un petit peu d'essayer de comprendre. Et là, il avait une vingtaine de cas que les psychiatres eux-mêmes avaient complètement abandonné, à essayer de comprendre. Et les 20 répétaient exactement la même phrase tout le temps. En gros, il disait il faut nous renvoyer d'ici, nous ne sommes pas postés à la bonne adresse, nous n'avons rien à faire sur cette terre. Tu vois ? C'est intéressant, ça. Alors, quand on a 20 qui racontent la même chose, la même phrase, tu te dis, il y a un truc. Bon, dans la science officielle, on ne cherche pas à comprendre, on dit, c'est des fous, donc on les met en psy, mais je pense qu'il y a à creuser dans ce domaine-là et qu'ils sont loin d'être fous, hein. Il y a une réelle manipulation derrière. Je vais citer l'exemple, un autre exemple, celui d'une amie qui m'a été chère durant longtemps, qui souffrait de bipolarité. Bon, c'est une fille très brillante, extrêmement brillante, belle, elle avait tout pour elle. Hein. Et puis à un moment, il s'est passé je ne sais trop quoi dans sa vie, elle a commencé à perdre pied. Et à la fin, c'était redoutable, mais absolument redoutable. Et donc, elle avait des bouffées délirantes qui lui faisaient faire et dire des choses surprenantes. C'était épuisant pour l'entourage.
la bipolarité, c'est affreux. En plus, c'est dangereux puisque les gens peuvent arriver à des caps de... Quand ils sont en phase basse, hein, ils décrochent, ils sont en phase maniaque, comme on dit, et résultat des courses, ça peut mener jusqu'au suicide. Hein. C'est obsessionnel. Et puis en phase de décollage, comme j'appelle ça, eh bien, c'est plutôt la phase dépressive, hein, le suicide. Mais la phase maniaque, c'est du délire. Alors, ils font des choses, ils disent des trucs absolument ahurissants. Et cette femme, je veux en venir là parce que c'est quand même assez étonnant. Moi, elle ne saisit pas du tout pourquoi je m'intéresse à tout ce que je m'intéresse. Elle est hermétique, sceptique, avec un rejet absolu de ce genre de truc. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout un profil spirituel, qui est dans la matérialité pure et qui n'admet absolument pas la notion de croyance, quelle qu'elle soit, en Dieu, en rien du tout. Voilà, c'est pur et dur et il n'y a pas du tout de spiritualité. Et un jour, je reçois un mail que j'ai gardé d'ailleurs, du fond d'une bouffée délirante, voilà qu'elle me parle d'une expérience mystique. Et elle me dit, j'ai vu la face de Dieu. Je me suis dit, ça va mal. Ça commence comme ça. Et je lis la suite, mais ce qu'elle m'explique, c'est une expansion de conscience. C'est ce que j'ai lu dans des expériences spirituelles. Je n'en reviens pas. Donc, je l'appelle 2 jours après et je lui dis, dis donc, tu m'as envoyé un drôle de mail. Qu'est-ce qui t'a pris? Et là, mais tout ça, c'est des conneries, je ne veux pas en parler. Alors que d'habitude, quand elle était dans ses bouffées, ça durait, on pouvait en reparler, ça la faisait rigoler même. Là, elle rigole pas du tout sur ce coup-là. C'est pas le même comportement. Ça m'a vraiment épatée. Donc, je me suis dit, je pense il y a quelque chose qui la contrôle et qui la fait aller comme ça. Et donc, j'en viens là parce que je l'ai vécu de très très près pendant 3 ans, cette histoire-là. Ça m'a épuisée d'ailleurs. Parce que ça m'a épuisée, y compris psychiquement. Pourquoi? Parce que vous voyez une femme brillante qui d'un seul coup perd pied et qui sait même plus aller à la poste pour poster une lettre recommandée. Alors qu'elle était médecin et qu'elle était au top du top. C'était quelqu'un de brillant, brillantissime à tout point de vue, intellectuellement, tout. Bon, elle a retrouvé, Dieu merci, sa vitesse de croisière, parce qu'on a enfin réussi à trouver un traitement. Mais j'ai des bipolaires, j'en ai eu 3 autour de moi, avec des bipolarités différentes. Il y a plusieurs sortes de bipolarité. J'ai vu ce que ça donnait. Et j'ai vu quand ça partait en vrille. Et quand ça montait très haut parfois. Et avec des choses absolument extraordinaires. Donc, la psychiatrie, effectivement, c'est quelque chose de très intéressant, mais je crois qu'il faut regarder plus loin que la classification qu'on a donnée, et ça peut être lié effectivement, comme le problème des abductions et du contact, à une forme de contrôle mental. J'en suis venue à dire ça. Je me plante peut-être complètement, je vais peut-être horrifier beaucoup de gens, peu importe, mais c'est ma réflexion du moment. Non, mais tu as raison. Je pense de toute façon qu'on est déjà de toute façon obligé d'étudier ce que les contactés ont à dire. Ça, c'est déjà la base. Hein. Si on ne fait pas ça, ça sert à rien. Que les contactés ont réellement vécu ce qu'ils ont vécu, que ça a été une projection mentale qui a été faite dans leur tête, peu importe, ils le racontent. Il faut le comprendre. Donc, il faut dialoguer avec eux. Et moi, j'invite tous les contactés qui se sentent seuls à me contacter, à contacter Elisabeth, à parler en privé. Ça fait du bien. Ça permet de partager, de sortir ce que l'on a en soi sans être jugé, sans être montré du doigt. Et je pense qu'ensuite, une fois qu'on les a écoutés, c'est bien aussi d'aller voir un petit peu comment on l'a fait, de voir ce qui se passe dans le domaine psychiatrique, mais aussi du côté, comme tu l'as dit, du côté mystique. Parce que quand on étudie les mystiques du 19e siècle, du 18e siècle, des fois, il y a des analogies frappantes avec ce que les contactés racontent aujourd'hui. Ah ben moi, je suis parfaitement d'accord avec ça, bien sûr. Mais je pense que tout est lié. Hein. Et alors, bon, il y a pas mal de gens qui m'envoient des témoignages. Il y a une jeune femme, là, il faut absolument que je lui réponde. Elle m'a envoyé un mail au mois d'avril. C'est une histoire extrêmement lourde. Et je n'ai pas eu un temps suffisant pour lui répondre à tête reposée.
car j'ai vu la dimension de souffrance et je peux pas, d'un profil, d'un revers de la main, dire gna 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 gna. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça m'a extrêmement touchée, cette histoire-là. Et il va falloir que je prenne le temps. Et pour des trucs comme ça, vous savez que ça me touche. Quand les gens ils me racontent des choses qui sont. Et ça ne les touche pas que, parce qu'en général, il y a une dimension familiale. Vous savez ce que c'est que les contacter. Souvent les enfants, les conjoints, l'ascendance qui est concernée, et les fratries. Hein. Donc, c'est pas toujours très facile. Et c'est vrai que. Et puis, il y a des moments, je ne sais pas quoi faire. Parce que j'ai pas le. Je pense qu'il faut passer dans ces cas-là sous des capes de gens qui vont aider d'un point de vue psychologique, parce qu'il y a une aide à apporter que moi j'ai pas la formation. Et puis l'hypnose régressive, je pense, peut aider pour beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai envoyé, je le dis, pas mal de gens. J'ai dirigé pas mal de gens vers le sérot. Et j'avoue que dans l'ensemble, ça a pas mal aidé. Parce que y a une écoute, parce qu'il y a un partage, parce que les gens discutent entre eux, et que c'est mieux que rien. Voilà, mais il y a vraiment un gros problème, parce qu'il y a beaucoup plus de contactés, d'abductés qu'on ne pense. Vous n'imaginez pas. Alors, il y en a qui le vivent bien. Allez savoir pourquoi. C'est perturbant, mais ça va. Mais il y en a qui le vivent très mal. Ça dépend, à mon avis, des entités qui sont face à eux et qui manipulent leur conscience. Car c'est de la manipulation de conscience. Ça, c'est un point de désaccord entre Elisabeth et moi, le sérot, mais ça, c'est une autre histoire. Peu importe. Peu importe. Moi, j'ai vu le résultat, peu importe. Mais il faut le regarder aussi dans la durée. Et là, c'est un peu moins sexy. Il y a aussi les contactés qui le vivent mal, qui le vivent bien, qui le vivent mal, qui le vivent bien. Ils savent plus du tout où ils en sont, quoi. De toute façon, c'est extrêmement perturbant. Exactement. Et alors, pour commencer, effectivement, cette enquête, eh ben, toi, on peut le dire maintenant, c'est ton premier ouvrage, hein, et il y en aura d'autres, et j'espère qu'il y en aura des dizaines et des dizaines. Deuxième, là. Et voilà. Et donc, j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Tu commences à étudier une dizaine de cas, hein, je crois. Les 10 premiers cas dont j'ai parlé, il y a certains que j'ai déjà racontés, mais pas d'autres. Alors, il y a le cas d'Alberco, par exemple, qui est la première histoire. Alors ça, c'est une belle histoire parce que il n'y a pas de truc négatif là-dedans. Il n'y a pas, semble-t-il, de choses qui veulent toucher à l'autonomie, à l'indépendance du sujet. Donc, c'est une belle histoire. Il y a ensuite Pierre Monet, le contacté français, qui lui a été beaucoup plus sous emprise, mais vraiment beaucoup plus sous emprise, même si l'histoire est jolie aussi. Roselyne Palaccio, qui est une histoire que j'ai adorée, parce que ça nous fait voyager dans l'imaginaire, dans des tas de choses. Donc ça, c'est une très très belle histoire. Maurizio Cavallo, qui est dans un autre genre, et pas mal non plus, et lui, ça lui a changé la vie. Alors lui, il a souffert. Il a fait des expériences formidables, mais il a souffert énormément, parce qu'il y avait vraiment un contrôle. Robert L., le contacté français, que j'ai la chance, avec lequel j'ai la chance de pouvoir échanger, qui est une personne très bien, complètement rationnelle, tout à fait consciente de ce qui lui est arrivé, qui c'est lourd quand même. Hein. Il l'a dit, il l'a pas dit qu'à moi d'ailleurs. Hein. Donc il se pose toujours des questions. Des lustres après, il se pose les mêmes questions. C'est quand même assez étonnant. Billy Mayer, que tout le monde connaît, que tout le monde a pris pour un fou. Alors effectivement, il avait un profil atypique, mais je crois fondamentalement en son histoire. Et ça, je suis sûre qu'il lui est arrivé un truc vraiment juste, mais qu'il a été manipulé aussi. Mais lui, en plus, après, je ne connais pas tous les autres contactés. Je connais Cavallo parce que, en tant qu'Italien, j'ai suivi son. Cavallo, c'était avec les extraterrestres de Clarion, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Billy Mayer, donc les fameux Pléiadiens, et que tout le monde connaît. Ça fait même... non, mais attention, il y a Pléiadiens et Pléiadiens. Toute la série des Pléiadiens que vous trouvez sur YouTube majoritairement, du type la Confédération Galactique Ashtar, tout ça, c'est du flan.
Ils sont pas plus pléiadiens que moi, je suis un évêque. Hein. Ceux de Meyer, c'est autre chose. Mais C'est pas lui, les mêmes. c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est bien que tu précises ça parce que dans toutes les histoires, ensuite, il y a eu des gens qui ont augmenté ça en puissance. C'est des vendeurs de livres, de vendeurs de clics, de vendeurs de chaînes. Mais Ashtar, tu sais d'où ça vient? Ça vient de Van Tassel. Donc, je vais parler dans mon prochain livre. Ashtar, il est tombé dans le New Age et c'était l'Ashtar de Van Tassel. C'est Ashtar il est né avec Van Tassel, Ashtar. Hein. Le contacté américain. Exact. Mais par contre, Billy Mayer, lui, en plus, il a des preuves. Il a des films. Ça a été. Alors, on dit, oh, tout ça, ça a été trafiqué. Ouais. Oui, sauf qu'il y a des Américains qui sont allés là-dessus, qui ont analysé, qui ont fait travailler des labos, qui ont des preuves. Et même s'il y a eu sa femme Poppy qui avait le truc dans le pif, et on peut comprendre, hein, qui a été balancé des trucs qui l'ont complètement dégradé après. Au niveau de, il a pas fait de faux, ce mec. Il a été manipulé. Il a aussi eu des problèmes. Il avait quand même les services gouvernementaux sur le dos, et probablement pas que ça d'ailleurs. Mais la majorité de son œuvre, entre guillemets, si j'ose dire, photographique et filmée, eh bien, les Américains qui sont venus enquêter et qui étaient des sceptiques au départ, ont des preuves évidentes. Et qu'on dise le contraire, c'est qu'on est une mauvaise foi. Vraiment sceptique. Parce que les analyses en laboratoire ont été faites. Ça a coûté quand même une belle paire d'argent, ces analyses-là. Et ils ont trouvé aucun faux. Mais il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. C'est tout. Par contre, il y a eu deux trucs qui ont foutu Meyer à l'envers, et ça, bon, vous avez qu'à lire l'histoire et puis vous comprendrez. Bon, après, j'ai parlé d'un autre cas qui s'appelle Hernandez, le professeur Hernandez, c'est pas son vrai nom. Lui dirigeait l'Institut de physique nucléaire, enfin de trucs sur le nucléaire mexicain, il y a quelques lustres. Et ce gars-là va être confronté à une entité qui dit venir d'Andromède. Et il va aller faire des petits tours, évidemment, dans l'espace. Et puis, ce gars-là va avoir les pires problèmes. Et son histoire est d'une grande tristesse. Et il y a une enquêtrice mexicaine qui a enquêté sur son cas, et c'est grâce à elle qu'on a pu vendre cette histoire. En tout cas, la fin est assez surprenante, mais ça arrive de temps en temps. Mais enfin, c'est une belle histoire. Et celle-là, je l'avais pas encore racontée. Par contre, j'avais raconté celle de Ludwig Palman avec les êtres d'Itibira. Ça, c'était absolument passionnant. Et c'est à mettre en relation, si je puis dire, parce que je pense que cette civilisation d'Itibira travaille avec la civilisation des Apuniens. Enfin, ils ont à peu près les mêmes principes, même s'ils sont un petit peu différents. Et cette histoire d'Apuniens, c'est un Péruvien d'origine yougoslave qui nous l'a raconté, qui s'appelle Victor Kapetanovic, et il nous raconte une histoire de ces êtres stellaires, parfaitement humains d'ailleurs, et parfois terriens d'origine, qui viennent hanter les Andes boliviennes dans certains coins, et qui aident les Indiens Quechua, lesquels ne veulent absolument pas en parler, pour pouvoir bénéficier des avantages que ces stellaires leur apportent, et notamment la santé, et la pluie et bien d'autres choses encore. C'est assez étonnant comme histoire. Et puis, il y a la fameuse histoire de Rosset que tout le monde connaît et qui est absolument passionnante et qui est une de mes contactées préférées, pour ne rien dire d'autre, parce que je pense qu'elle a vécu une histoire. Elle n'a pas tout dit, puisqu'à un moment, elle a décidé de ne plus rien dire, aux grandes dames d'ailleurs de Jimmy Gueux et de Guitarade, qui s'intéressait beaucoup à son cas et à juste titre. Mais je pense qu'elle a dit peu de choses par rapport à ce qu'il y avait derrière tout ça. Et en tout cas, c'était passionnant. Donc, j'ai raconté ces 10 premières histoires qui me paraissent, qui sont belles, qui ne sont pas choquantes en ce sens que c'est pas des grises, c'est pas des mantes, c'est pas des histoires tragiques. Vous voyez, c'est encore autre chose. Et pour commencer, j'ai préféré parler de ça. D'abord parce que j'ai vu que ça plaisait. Et puis c'est bien d'avoir un pense-bête.
autre chose qu'une vidéo qui peut disparaître de YouTube du jour au lendemain. Voilà. Et puis, ça a été fait un petit peu aussi dans l'idée d'intéresser des gens que ça n'intéresserait pas normalement. Non. Un livre reste un livre et ce sera toujours supérieur à n'importe quelle vidéo sur YouTube où que ce soit. Comme un livre est toujours mieux que le film qui en découle, et de loin. Et puis surtout, j'y vois une autre force, c'est qu'il y a des gens, 99% des contactés qui n'osent témoigner vont se retrouver là-dedans et ça va leur donner du courage en se disant ben, moi je suis pas fou, je suis pas fou, je suis pas fou, je suis pas... Et ça c'est super, quoi. Mais les gens ne sont pas fous. Non, mais je sais bien qu'ils sont pas fous. Mais quand tu vis quelque chose que tu peux le raconter à personne, au bout d'un moment, tu t'enfermes sur toi-même et tu te demandes si t'es pas fou, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Alors qu'ils le sont pas, bien évidemment. Et ça les aide. C'est une sorte d'exutoire. Ça leur permet de voir qu'il y a d'autres personnes qui vivent des choses, même si elles sont pas tout à fait identiques, parce que rarement deux cas qui sont identiques. C'est ça qui est surtout intéressant, de voir qu'il y a des gens qui vivent des choses similaires. Ah oui, ce sont des choses similaires. Bon, il y a dans les scénarios, il y a des comment dirais-je, des constantes. Mais le reste du temps, le scénario individuellement peut prendre des formes multiples et différentes. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'avoir comme ami d'ailleurs aussi pas mal de contactés. C'est d'une personne à l'autre, c'est pas vécu forcément de la même façon. C'est pas exprimé non plus de la même façon. C'est très particulier. Les histoires ont quand même des bémols assez différents, hein, faut quand même le dire. Même s'il y a des constantes, comme je le dis. Et donc, c'est publié chez JMG, c'est Jean-Michel Grand-Cyr. C'est publié au temps présent, donc ce sont les éditions JMG. Et Jean-Michel a fait un super bon travail et je le remercie infiniment de m'avoir fait confiance et de m'avoir publié. Et maintenant, j'espère et je croise les doigts que pour son bien comme pour le mien, ce livre se vendra correctement et qu'il apprendra et qu'il aidera les gens qui liront ou qu'il intéressera les gens qui n'y connaissent strictement rien. Et ça, c'est vraiment un petit peu dans cet esprit-là que j'ai commencé par ce type de contact, hein, pour amener les gens qui n'y connaissent rien avec une belle couverture à peut-être aller regarder ce qui se passe dans cette direction-là, parce que c'est quand même très particulier. Tout à fait. Et moi, je donne un coup de chapeau à Jean-Michel Grand-Cyr. C'est quelqu'un que le grand public ne connaît pas beaucoup, mis à part ses éditions JMG, mais qui édite aussi la revue Parascience. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, qui fait beaucoup pour l'ufologie, qui est très humble, qui est très gentil. Et moi, j'ai un sens de l'humour décapant, parce que je dois dire que moi, je rigole avec ce garçon à gorge déployée. Travailler dans la joie et la bonne humeur. C'est tout à fait ça. Il est assez exceptionnel, il mérite d'être connu. Je l'inviterai dans une émission, et j'arrête pas de lui dire, viens sur une émission. Il est tout le temps débordé, cet homme. Moi, j'ai l'intention, effectivement, j'aimerais bien faire un truc avec lui. J'en ai parlé, il m'a dit qu'il était d'accord. Maintenant, il faut trouver le temps. Voilà. Écoute, moi, acheter ce livre, le premier d'Elisabeth, ça lui donnera la pêche et la patate pour continuer c'est sûr que c'est encourageant de voir son travail reconnu. Bon, je fais pas ça pour des raisons lucratives. Vous savez qu'un auteur, il gagne pas sa vie, hein, à moins d'être Amélie machin, la Nortombe, là, je sais plus comment ça se prononce. Bon, le reste du temps, je connais des gens qui écrivent beaucoup, qui écrivent de très belles choses, qui se publient à compte d'auteur et on n'en vit pas, hein. Non, c'est le bonheur d'écrire et de partager. Pour moi, c'est le bonheur de partager, vous voyez, de partager des choses qui m'intéressent, des sujets qui m'intéressent. J'écrirai probablement un bouquin un jour sur Édith Piaf, parce que le sujet que j'avais fait sur Nurea m'avait plu, je l'avais senti. J'ai envie d'aller jusqu'au bout et j'écrirai probablement là-dessus. Ça n'a rien à voir avec l'ufologie, mais pour moi, l'écriture, c'est ma passion. Alors, pouvoir exprimer ses passions par l'écriture, en plus que par la voix orale, qui est également une passion, c'est formidable. Je me fais plaisir, en gros, pour être clair.
Mais tu as bien raison, tu as bien C'est raison. carrément un plaisir égoïste. En plus, tu es doué. Alors, j'ai pas encore lu le livre parce qu'il sort aujourd'hui, lundi 13 mai, mais je suis convaincu que tu es un écrivain aussi doué que tu sais raconter les histoires. Bah, j'ai essayé de faire fluide. Mm. Voilà. Contrairement aux bouquins qui rapportent des cas d'ufologie, des cas de contact, bon, vous savez que c'est souvent du style télégraphique. Moi, j'ai essayé de raconter une histoire Mm. pour que ce soit fluide, facile. Mm. C'est-à-dire que j'ai exactement la même chose avec plus de détails. Euh, Tous les cas d'ufologie qui sont rapportés dans des bouquins sont des cas qui sont édulcorés de la dimension spirituelle des trucs la plupart du temps, et des messages qui ont été donnés, parfois un peu loufoques, aux contactés. C'est édulcoré. Ça, il n'y a rien à faire. Eh ben, moi, j'ai pas édulcoré. J'ai tout dit. Voilà. On va le lire. Je ferai la critique en live, mais je suis sûr qu'elle est bonne et que je Ah, si raconte. c'est mauvais, tu as le droit de me le dire en me disant tu feras mieux la prochaine fois. Hein. Ça, je me vexerai pas parce que je suis sûre qu'il y a des tas de. Il y aura certainement matière à critique, ça. Bon. Oh, dans le milieu philologique, alors là, crois-moi, une De toute critique. façon, moi ça m'est égal. Je ne me considère pas spécialiste de l'ufologie. Hum, Je suis spécialiste de rien. hum. Et je peux toucher à tout. Et j'ai pas d'étiquette. Et c'est ça, ma force, c'est que je suis libre et que j'entends le rester. Voilà. Et bien, et tu auras toujours sur Face à Face ton mot à dire et tu seras toujours invité vraiment avec plaisir. Donc là maintenant, tu vas déménager, donc tu vas être un petit peu occupé et on va attendre ton deuxième livre avec impatience. Oui, oui, mais je gratouille déjà. Là, je suis en train de m'éclater, bien comme il faut. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir reçu, Sylvano. C'est gentil de ta part. Ça me fait plaisir de pouvoir, avec toi, présenter ce livre. Et puis, bah, j'espère que ça te plaira aussi. Et je te dis, bon, s'il y a des trucs qui vont pas, n'hésite pas. En tout cas, je sais que tu es franc Oui, et que tu dis les choses. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis avec élégance et courtoisie, mais tu le dis. Et ça me va. Parce que la critique est constructive, contrairement à ce qu'on peut penser. Quelqu'un qui vous lèche la pomme en permanence et qui vous dit vous êtes la meilleure, bon, c'est formidable, ça fait du bien, évidemment. Ça vaut mieux d'entendre dire qu'on n'est pas doué. Mais en même temps, une petite critique de temps en temps, ça peut pas faire de mal. Ça remet les pendules à l'heure et ça permet toujours d'avancer. Voilà. t'inquiète pas, t'auras déménagé que j'aurais lu le livre. Bah écoute, en tout cas, bon courage parce que il est épais. Ah oui, tu combien de pages au fait? Bah, je sais pas, il y en a pas mal, attends. Oh là, ça faisait plus qu'en A4. Je suis quand même arrivée à 400 pages. Hein. Ah oui, Ah la vache, je pensais même plus que 400 d'ailleurs. Oh là 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 là. il faut que Je l'ai pas fait exprès. Hein. je vous dise un secret. Elisabeth vient avant qu'on ait fait l'émission, ouvrir pour la première fois le livre qu'elle a reçu devant moi. Elle l'avait jamais ouvert avant. Bah, j'osais pas. À vrai dire, alors j'ai fait ça quand je l'ai reçu. Je suis c'est pas mal. J'ai pas regardé dedans. Hein. Et puis tout à l'heure, on a eu des tas de problèmes techniques. Et là, je me suis dit quand même, Elisabeth, il faudrait peut-être que tu aies du courage. En fait, vous savez, on doute. Moi, je suis quelqu'un qui doute en permanence. Je suis pas du tout convaincue de mon talent, mais alors pas du tout. Hein. Donc, je me suis dit, j'osais pas me voir là, bien en face. Qu'est-ce que t'as écrit, ma chérie? Donc, pendant 10 minutes, pendant qu'il bricolait dans son coin et qu'il essayait de rétablir et le son ou l'image, parce qu'on a quand même tout eu, ben, j'ai commencé à regarder. Et je me suis dit, bah, finalement, ça se lit pas mal. Voilà. Mais si je lis de près, je vais voir tous les trucs qui vont pas. Mais qui vont pas par rapport à mes critères à moi. Hein, voilà. Enfin voilà. Donc j'ai regardé plus près tout à l'heure. Pour que vous compreniez, on était en FaceTime et là ça marchait bien, mais sur Hangout ça marchait pas du tout. Donc j'avais Elisabeth en live d'un côté qui disait oh oh, je dis mais qu'est-ce que t'as? Ah mais je découvre mon livre, c'est pas mal, c'est pas mal. Je dis mais attends tu l'as pas compris mon livre? Mais non, elle le découvrait devant moi pendant que j'essayais de comprendre les méandres de ce qui se passait sur Internet. Non, j'avais simplement regardé la présentation, mais je m'étais pas confrontée par manque de courage probablement.
un peu plus. Eh Voilà. ben, donc 400 pages pour un premier livre, c'est pas mal, Elisabeth. Bravo. Je ne l'ai pas fait exprès parce que je ne pensais pas que le format A4, ça pouvait donner ça, tu vois. Et si, voilà. Eh ben, écoute, merci d'être passé. Bon courage pour ton déménagement. Et puis, Merci. Oh, je pars pas tout de suite, ça sera l'année prochaine. Ça sera pas tout de suite. Mais enfin, bon, j'y pense. Voilà. eh ben alors, à très très bientôt et porte-toi bien. Merci Sylvano, à bientôt et merci à tous de l'attention que vous me portez, que vous me témoignez régulièrement via certains réseaux sociaux. Ça me touche beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci à tous. Bye bye. Bisous.